Usines, toutes situées en Basse-Normandie, mais aussi d'un grand nombre d'autres sites dans le monde, notamment en Pologne, en Allemagne, en Irlande, au Brésil. Près de 70 ans après sa création par l'entrepreneur Jean Mantelet, l'entreprise disparaît à jamais. Seule la marque demeure dans les rayons des supermarchés. Quelques mois après cette débâcle industrielle, nous avons cherché à rencontrer les acteurs de cette histoire et à comprendre comment le numéro 1 du petit électroménager dans les années 70 dépose son bilan 30 ans après. Les PDG et les cadres dirigeants ne se laissent pas approcher facilement, surtout quand leurs missions ont échoué à ce point. Il a fallu bien des relances et à nouveau de longs mois pour que la majorité d'entre eux acceptent de nous raconter à leur manière le jeu auquel ils ont participé et qui a conduit finalement plusieurs milliers de salariés droit dans le mur. Nous sommes dans les années 60. Moulinex vend comme des petits pains les produits qui sortent de ses usines normandes. Monsieur Mantelet, avec toutes ces idées qui sont arrivées, a créé une quantité de produits nouveaux avec des grandes idées. C'est le robot Marie, le mixeur, c'est le robot, c'est les petits fours. Les mains sont rugueuses et sont noires, ça fait ton désespoir, et j'en ressens l'amertume. C'est beaucoup de choses comme ça qui ont fait que le besoin s'en est fait sentir auprès des consommateurs, et puis que ça a permis ce que l'on a fait. Tes mains t'ont donné des complexes, mais tout ça c'est fini grâce à mon légumette. La moulinette, c'est un produit qui paraissait basique, acheter de la viande. Mais ce produit est arrivé à se produire à 18 000 pièces par jour. Et on a retrouvé ce produit-là partout dans le monde. C'est Moulinex Espagne avec le Windows 13 des Picadora Moulinex. C'est le chef cuisinier du côté de l'Égypte ou le Moyen-Orient. Enfin, c'est des produits comme ça qui ont explosé complètement. Quelques tours de manivelle suffisent. Regardez bien, madame, les légumes culbutent sur eux-mêmes. Les râpes souples de Légumex atteignent à la fois les creux et les bosses en respectant intégralement la forme du légume. Oui, madame, oui, monsieur, tout dans Légumex a été conçu pour votre satisfaction. Regardez-le, détaillez-le, épluchez-le. Légumex, lui, épluche tout. Légumex. Chaque fois qu'un produit nouveau sortait, on peut dire qu'il était prévendu, en somme. Et qu'on allait comme ça de succès en succès au fur et à mesure que les gammes de produits se développaient. Oui, c'était effectivement... il n'y avait pas de grande distribution, très peu. Il y avait du petit commerce partout et les produits de Moulinex étaient distribués sans difficulté, sans trop de concurrence. Papy Mantelet, c'est comme ça qu'on l'appelait. Le personnel était conscient qu'il avait créé l'entreprise et quelque part, il lui en était reconnaissant. C'était lui qui avait construit de petites entreprises et puis elle avait monté pour en arriver à avoir une très très bonne réputation dans le pays. C'était le créateur de Moulinex. Moi je me souviens, je ne me rappelle pas, c'était pas très longtemps après que je suis rentrée, où il est venu une fois, où il avait monté sur un convoyeur, il avait dit « Vous êtes mes chers enfants ». C'était le bon petit père paternel qui était... mais c'est vrai que c'était quand même le bon patron. Pour une boîte comme Moulinex, quand on a démarré, c'est vrai que... C'est une période très euphorique, très euphorique. Les usines sont dans une activité extraordinaire, il y a une main-d'œuvre abondante à volonté en Normandie, des ouvriers ouvrières fantastiques, première génération sortant de la campagne en réalité, à cette époque-là. Donc un réservoir illimité. Les personnes de maison est très mal payées et Mantelet paye deux fois et demi plus. Donc les femmes quittent leur travail dans une maison, chez le médecin, chez le notaire, j'en sais rien, chez ceux qui les employaient, et rentrent dans l'entreprise. Et ça a été un mini-traumatisme local. Donc ça avait un effet social. Ça faisait remonter les salaires de l'endroit où l'entreprise s'installait, parce qu'il y avait peu d'industrie à l'époque. On avait des petits chefs d'Orion, là. Non, je sais pas.
Marqué, tout était noté, il avait un carnet dans la poche, et dès qu'on faisait un truc, c'était marqué. Tu pouvais pas quitter ta place avant. Il faisait un trou dans le mur et puis qui nous guettait par le trou du mur. Il y en a qui te mettaient en punition, Pas à genoux, mais au piquet. Ah oui, oui, comme les gamins. Quand je suis rentrée en 65, on n'avait pas le droit de parler. Et ben, il passait avec une pancarte et ce soir vous restez 1 heure de plus. Oui, j'ai vu. Quand on a 14 ans, c'est dur. Oui. C'est vrai que quand on n'a jamais travaillé, qu'on sort de l'école, oui. Mais bon, il y avait des postes très durs, c'est vrai. Mais bon, il y avait une bonne ambiance quand même. L'histoire de Moulinex qui nous intéresse commence au milieu des années 80. Le monde change. L'entreprise subit de plein fouet la transformation profonde des règles économiques. Ça a été le début des gros problèmes que Moulinex a pu rencontrer dans la distribution. Gros problèmes, c'est-à-dire qu'il fallait s'adapter au commerce tels que les carrefours, tels que les continents et autres. Et puis il y a toute une concurrence qui vient d'autres pays émergents, hein. Concurrence chinoise, sud-est asiatique, etc. Et c'est là où, par exemple, on est amené à abandonner la fabrication de sèche-cheveux, qu'on ne peut plus produire, par exemple, à Fresnay-sur-Sarthe, parce qu'on trouve des appareils venant d'Asie, rendus à Marseille, d'un prix moins cher que ceux sortis d'usine de Fresnay-sur-Sarthe. Or, Moulinex n'en tire pas toujours les conséquences et continue à garder un outil de production à peu près de la même taille. Et on ne peut pas à la fois continuer à améliorer la productivité sur des marchés qui stagnent, et garder les effectifs. Ça, c'est totalement impossible. Là, le tournant doit être pris, effectivement. La société Moulinex telle qu'elle est, avec un président à 85 ans, tout le monde se pose la question, d'ailleurs, il suffit de sortir la presse de l'époque, tout le monde se pose la question, l'après-Mantelet. L'âge avancé de Jean Mantelet pose effectivement de réels problèmes à Moulinex. Le fondateur de l'entreprise n'arrive plus à s'adapter à la situation. Il ne dirige plus, et les 3 personnes qui dirigent, c'est le triumvirat. Vous avez entendu parler du triumvirat. Enfin, j'en ris, mais c'était pas drôle parce qu'on était critiqués de tous les côtés. C'était donc Michel Van Orenberg, Gilbert Torelli et moi-même. Pour régler la succession de Jean Mantelet, le triumvirat utilise alors une technique en vogue en ces années-là, le rachat de l'entreprise par ses salariés, ou RES. Mais cette solution a pour conséquence d'empêcher Moulinex de basculer complètement du côté du marché. On avait déjà commencé à dire, les financiers, ça ne sera pas une coopérative ouvrière. Là, c'est déjà le truc, ça sera une RS, mais les ouvriers, ils seront à leur place. Un peu ça, le personnel sera à leur place. Quoi. Je sais pas si on serait plus propriétaires. Nous, pas tellement, parce qu'en fin de compte, on avait trop les moyens d'acheter beaucoup d'actions. Mais on nous avait dit que c'était pour relancer l'usine. Ils disaient que ça ne marchait pas trop bien, que ça ferait pas de mal de relancer ça. Je me rappelle, j'étais au four quand on a acheté ça. L'occasion est trop belle, en effet, pour le triumvirat de s'emparer définitivement du pouvoir. Il est grand temps de redonner une direction à l'entreprise, alors que la concurrence se fait de plus en plus pressante. Je vais vous donner une anecdote. On a eu l'occasion de discuter longuement avec le président d'Electrolux, et je me souviens d'une visite ensemble à Carrefour Continent, à côté de Moulinex, l'usine de Cormel, pas très loin. Et il est allé directement sur le rayon des aspirateurs, et il a compté. Il a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 qui sont à nous, groupe Electrolux. Moulinex, il y en avait un. Il me dit, j'en vends 6 fois plus que vous. Voilà, c'était un peu l'idée du moment. Et comment faire ça? On ne pouvait obtenir des résultats de ce type. Il fallait faire de la croissance, il fallait le faire par des acquisitions et devenir puissant par rapport à la distribution. Mais le RES est une côte mal taillée pour s'agrandir. Le triumvirat se retrouve très vite devant les limites du dispositif qu'il a lui-même mis en place. La crise survient alors en 1990 entre Roland Darnaud et Michel Van Orenberg à propos de l'acquisition de l'entreprise allemande Krups. Tel qu'avait été monté le RES Moulinex, aucun actionnaire externe ne pouvait lui ajouter des fonds propres. Ce qui, en priori, exclut toute politique musclée de croissance externe, au moins dans le premier temps. Il n'y avait pas de choix, il fallait le faire, il fallait absolument... compte tenu des produits que le groupe vendait, qui n'avaient rien d'exceptionnel au niveau technologie ou autre, donc on n'était pas dans une industrie de pointe, on était une industrie basique, qui s'adressait en principe directement au public, enfin aux consommateurs. Position fragile par excellence, parce qu'il n'y avait pas l'avenir était tout à fait incertain. L'opération était à la fois très chère et, à mon avis, hors de portée de Moulinex, puisque l'opération Krups représentait
en coût d'acquisition pratiquement 75% des fonds propres de Moulinex. Il y a eu une réflexion quand même des gens, ils se sont dit ça y est, ils sont en train de se déchiqueter entre eux, et donc les gens disaient attention parce qu'on est derrière tout ça. Et lorsqu'il va arriver quelque chose, c'est à nous que ça va arriver. Et là, je crois que les gens étaient conscients de ça, que cette guéguerre allait coûter cher à tout le monde. Et c'était une guéguerre, moi j'ai dit une guéguerre qu'on pourrait dire qu'on trouve maintenant. C'est une guéguerre de l'industrie, d'Arnaud, et du financier von Ehrenberg, qui lui ne voyait que les finances à court terme, alors que d'Arnaud voyait davantage le développement de la société. C'était un peu l'analyse qu'on se faisait dans les bureaux, nous. C'est pour ça qu'on était plus derrière d'Arnaud que von Ehrenberg. Parce que la finance, on sait que c'est pas la finance qui amène beaucoup d'emplois. La französische Firma dont parle cette ouvrière allemande, c'est Moulinex. Moulinex qui est aussi son nouveau patron, puisque Moulinex a racheté la société Krups dont elle fait partie. Moulinex qui grandit, qui investit, à un moment où d'autres voient la vie nettement plus en gris. Une firme française qui rachète une firme allemande, c'est très rare. En attendant que la dette éclate, l'heure est au concert de louanges. Le rachat de Krups place Moulinex et son PDG à la une des médias. Débarrassé de Michel van Woudenberg, finalement licencié, Roland Darnaud peut savourer sa victoire. Son nom, Roland Darnaud. Dites-moi, ils ont fait une bonne affaire en rachetant Krups, Moulinex? Je crois qu'il faut rappeler un petit peu l'histoire de Moulinex. Ça a été racheté par les salariés il y a un peu plus d'un an. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ces salariés ont dû s'endetter, mais c'est pas pour autant qu'ils doivent s'arrêter aussi d'investir. C'est vrai qu'ils se sont endettés pour racheter leur entreprise et qu'ils continuent à investir, à l'image de leur président, qui est un industriel incroyable, extrêmement constructif, qui investit sur le long terme. Roland Darnaud, on l'a vu dans le reportage. Certains disent qu'ils ont aussi les yeux un peu plus gros que le ventre. Moi, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Moi, je crois qu'il fallait vraiment le faire. La bombe finit par éclater en 1993. Moulinex, lourdement endetté, est frappé de plein fouet par la grave récession que connaît l'Europe cette année-là. Les banques exigent alors la sortie du RES. Les banques, c'était évident que les banques voulaient qu'on recapitalise et que donc il fallait trouver des partenaires. Trouver des partenaires et de toute façon sortir du RES, puisque le RES, ça c'était dans 92-93, le RES c'était plus du tout à la mode, c'était fini. Dans les milieux financiers, on ne voulait plus entendre parler en réalité. Sur le déblocage du RES, Darnaud, Vanneau, ils avaient eu des millions de francs. Lourd, et donc c'est là que les salariés se sont rendus compte en même temps qu'on avait emmené l'entreprise un peu à la faillite, qui s'était servi d'une manière gigantesque, et qu'effectivement le RES, je pense que là ils ont pesé qu'on les avait bernés, quoi. Quand on a dit aux salariés vous allez partir avec ça, ils ont fait leur calcul pour eux, ils ont dit c'est pas si mal, mais ils ont fait aussi le calcul pour la catégorie qui était au-dessus d'eux, pour les cadres, puis ils ont dit les cadres ils partent avec ça. Puis une fois qu'on s'est plus au jeu, ils font les cadres dirigeants, puis ils font les fondateurs. Et puis ils font le calcul, ils se disent nous on a récupéré ça, mais eux c'est encore pire que nous, quoi. Voilà. Et ça a été le révélateur aussi du miroir aux alouettes qui était monté quelques années auparavant. On devait récupérer, je crois pour 1000 francs facilement 25 000 francs, quoi. Alors ceux qui avaient mis 1 million de francs, vous imaginez, s'ils les avaient revendus, etc. C'était le jackpot, hein. Moulinex choisit donc de basculer du côté du marché. C'est le holding financier Euris qui emporte la mise et devient le principal actionnaire de Moulinex. Lorsque Euris s'intéresse à Moulinex, le ministère de l'Industrie a dû pousser un ouf de soulagement en se disant M. Naouri est un financier qui est connu, qui est avisé, on sait très bien qu'il ne va pas engager de l'argent en pure perte. Et en effet, on se dit voilà, ça va bouger dans un sens de réalisme. Alors on sait bien que le réalisme, c'est souvent, hélas, des suppressions d'emplois, des simplifications de production, et donc des diminutions d'effectifs avec une dimension sociale. Là maintenant, on est devenu une société qui a des actions en bourse capitalistiques, avec une gestion de capital, avec un profit qui doit se faire. Il est clair que Jean-Charles Naouri, il n'était pas venu dans le groupe avec la société Euris pour regarder les choses. Il était là pour en faire un profit au bout. C'était une certitude de remettre ça sur pied parce qu'il sentait qu'il y avait une possibilité de remettre la société sur pied par ces augmentations de capital possibles, qu'il a suivies d'ailleurs. Hein. Mais au bout, c'était pour réaliser un profit. Le nouveau propriétaire de Moulinex s'appelle donc Jean-Charles Naouri. En 1994, cet énarque de 45 ans possède déjà les hypermarchés Rallye et Casino. Inconnu du grand public, Naouri a bâti sa fortune à l'ombre de l'État et du Parti socialiste.
En 86, il pilote en tant que directeur de cabinet du ministre des Finances Pierre Bérégovoy la loi sur la déréglementation des marchés financiers. 2 ans plus tard, il prospère à la tête d'Euris grâce à la loi qu'il a lui-même mise en place. Dans l'atelier, on parlait pas énormément de Naouri. L'arrivée de Naouri que les salariés dans l'atelier de production ne connaissaient pas. Que ce soit Naouri ou ça, ils avaient bien vu, mais bon, eux, tout ce qu'on leur demandait, c'est toujours d'en faire plus. Donc ils continuaient à en faire plus. Alors, enfin, voilà. Donc après, qui tenait les rênes de la finance ils voyaient bien qu'il y a quelque chose qui s'était passé quand même. C'était un financier qui arrivait, donc c'était que le profit. Voilà, ça c'était les paroles. C'était une histoire de gros sous. Donc, voilà. Oui, les gens disaient attention, les requins de la finance arrivent. Et ça, on l'entendait dans les ateliers partout. C'est dit, c'est la guéguerre. Donc il y avait déjà une méfiance. On savait que c'était plus un industriel, c'était un financier. Et les gens commencent à se poser des questions en disant il y en a marre. Là c'est le début, il y en a marre. Donc son arrivée était moyennement perçue, quoi. Il est à noter que Jean-Charles Naouri, malgré de très nombreuses sollicitations, n'a jamais daigné nous répondre. En attendant, Jean-Charles Naouri pousse Roland Darnaud vers la sortie et place un nouveau PDG, Jules Coulon, à la tête d'une entreprise lourdement endettée. Les banques commencent à paniquer, les dettes, le chiffre d'affaires de Moulinex est de l'ordre de 8 milliards de francs à peu près, hein, et les dettes financières sont de l'ordre de 3,5 milliards, c'est-à-dire que c'est inquiétant. Le résultat 93-94, puisque l'exercice de Moulinex commençait le 1er avril, ce qui n'est pas une plaisanterie, il se terminait le 31 mars. L'exercice 93-94, je suis arrivé à la fin de cet exercice, affiche une perte de 600 millions de francs. Donc Moulinex a des problèmes. À ces graves difficultés financières viennent se rajouter des problèmes industriels peu compatibles avec un monde économique devenu obsédé par la rentabilité et la performance. C'était une entreprise qui avait une marque extraordinairement forte, une capacité d'innovation remarquable. Par contre, derrière, on sentait bien que le maillon faible de Moulinex, c'était sa compétitivité au plan industriel. Et ça passait par plus de recours à des productions extérieures, en particulier pour les pièces détachées, par la simplification du nombre des sites. Il y avait encore trop de sites, en particulier en Basse-Normandie. On est toujours dans la psychologie de l'outil industriel, de faire des usines. Faire des usines, il y a 23 usines, je crois, au moment où j'arrive. Et ça coûte de l'argent, c'est-à-dire qu'on investit 7 ou 8% de chiffre d'affaires en machines. Bon, on n'a pas compris qu'on bascule du côté du marché. Moi, je ne sais pas, j'avais ressenti ça à l'époque dans les ateliers. On disait Jules Coulon, il va nous couler. Donc, ça a été le. Oui. Mais le slogan avait été vite. Oui, on avait dit, tiens, c'est Coulon va nous couler, quoi. Mais c'était l'inconnu de la société. Quand il arrivait, le concierge lui demandait son nom, son prénom, hein, parce qu'il ne savait pas qui il va faire. Non, mais c'était l'inconnu, ça, Coulon. Hein, il n'est pas resté longtemps, mais c'était l'inconnu. N'empêche qu'il a fermé quand même la Pologne, il a fermé Granville, vendu Donfront. La société Moulinex, c'était un phénomène d'intégration verticale poussé à l'absurde, et cette intégration verticale avait été héritée des pratiques immédiatement postérieures à la Deuxième Guerre mondiale, où on manquait de tout, et il fallait, si on voulait être sûr de fabriquer les produits, il fallait absolument les faire soi-même, et les cartons, et les outils tranchants. Enfin, c'était absolument incroyable le niveau d'intégration verticale qu'il y avait dans cette société. Bon, il fallait réviser ça et challenger ça en sous-traitant au contraire au maximum tout ce qui n'avait pas pertinence à être fait en interne de l'entreprise. Il arrivait les hermètes de l'ordre. Donfront était vendu, Donfront c'était les cordons. Notre métier n'était pas de faire des cordons, c'était de les acheter. On commençait déjà à avoir ce discours-là. Il fallait externaliser encore un métier, et derrière ces métiers-là, c'est quand même des emplois. Et je crois que les cordons, ils avaient vraiment marqué les gens, quoi. Parce que quand un patron de l'entreprise électroménager, quand le jour où il disait un cordon, c'est pas à nous de fabriquer des cordons, les gens ils disaient attendez, je comprends pas, si aujourd'hui on fabrique pas le cordon, demain qu'est-ce qu'on va faire? Surtout l'électroménager, il y a un cordon, il y a un fil. Donc le fil, ça fait partie du produit par entière, quoi. C'était aussi le premier qui a fait des externalisations de métiers, une fois de plus, et aussi les déclassements des professionnels. C'est vrai que les professionnels, notamment, je vois par exemple de l'outillage, où on leur proposait un poste en production avec perte de salaire. C'était assez brutal comme mesure.
Et là, c'était le premier plan social, où je veux dire, qui était assez dur. Ouais. Là, les gens se sont dit, attention, il peut se passer quelque chose. Il peut nous arriver quelque chose sur la tête. Là, il y avait une prise de conscience qui était plus claire déjà à ce moment-là. Le plan de restructuration mis en place par l'équipe de Jules Coulon ne produit pas tous les résultats escomptés. Même si l'endettement diminue sensiblement, les comptes de l'entreprise restent toujours au rouge. Les conséquences ne se font pas attendre. L'action Moulinex perd plus de 28% en l'espace d'un an. Pressé par un Jean-Charles Naouri qui voit son investissement décliner, les jours de Jules Coulon sont comptés. Je pense que de bonne foi, M. Coulon pensait qu'on pouvait faire ça à l'économie. Parce que quand vous... Les patrons ne sont pas tous des tueurs et ne sont pas tous des seigneurs, enfin des seigneurs au sens de saigner avec du sang. Et donc il a dû dire de bonne foi, bon ben on va passer dans ces contextes-là. Or un plan social, ça coûte de toute façon très cher. Donc l'entreprise n'était peut-être pas en mesure de payer beaucoup plus en termes de plan social. Et on n'est plus dans une société qui a du temps. On est dans une société où il y a un capital, il faut qu'il y ait un profit qui arrive, et si le profit n'arrive pas, eh bien les présidents s'en vont. Je sors de mon bureau et j'ai un coup de fil me disant que Le Monde faisait paraître un article le lendemain matin disant que M. Blaillot allait me remplacer. Je rentre donc chez Jean-Charles Naouri et je lui dis « Jean-Charles, vous êtes au courant ?» Il me dit « Non ». Il se renseigne et comme c'était pas vrai, il l'a dit devant moi à son attaché de presse en disant faites modifier cet article, ça ne correspond pas à la réalité. Moi de mon côté j'en avais parlé à mon attaché de presse également et puis l'article est paru. L'article est paru le samedi. Bon, et le mardi ou le mercredi suivant, Jean-Charles Naouri m'a appelé, il m'a dit le mal est fait, moi j'y suis pour rien. Et je crois et je le crois. Hein. Je n'y suis pour rien. Il m'a dit d'ailleurs qu'il en était pour quelque chose, mais je ne donnerai pas son nom. Et, mais le mal est fait et il va falloir, on va être obligé de vous remplacer. Voilà comment ça s'est fait. L'homme providentiel est donc un énarque de 45 ans, Pierre Blaillot. Ce manager en pleine ascension a la réputation, comme Jean-Charles Naouri, d'être proche du Parti socialiste. Homme de réseau, il compte parmi ses nombreuses relations l'essayiste Alain Minck, également ami de Naouri, entre autres président du conseil de surveillance du journal Le Monde, l'homme que ne veut pas citer Jules Coulon, ou Pascal Lamy, directeur général du Crédit Lyonnais, tous deux énarques et se situant politiquement dans la mouvance sociale libérale. Pierre Blaillot les fera rentrer du reste peu après son arrivée au conseil d'administration de Moulinex. C'est un beau défi. Encore faut-il bien sûr être capable de le relever. En tout cas, moi j'en avais envie. Je sortais du secteur de la distribution à l'époque. Précédemment, j'étais dans l'industrie lourde. J'avais donc acquis, je pense, un certain nombre de réflexes de manager. Et je me suis dit que mettre ces réflexes-là et cette expérience de manager au service d'une belle entreprise française, c'était un beau défi. Le challenge m'apparaissait comme suffisamment fou pour mériter d'être relevé. Et j'ai fait partie des 5-6 personnes qui ont constitué l'équipe qui s'était fixé cet objectif de redresser Moulinex et de l'adosser à un grand groupe en moins de 3 ans, puisque notre objectif c'était 3 ans maximum. C'est un souvenir assez précis. Je suis arrivé à Moulinex en avril 1996 et dans des circonstances assez simples. Le président de Moulinex à l'époque, qui était précédemment président de Pinot Printemps Redoute où j'avais travaillé, m'ayant proposé de devenir directeur du plan et du contrôle de gestion de Moulinex, que j'ai accepté. Monsieur Blaillot a constitué son équipe et il a pris quelqu'un qui avait une habitude des productions de grandes séries, des industries de main-d'œuvre, et qui avait fait des reconversions industrielles au sein d'un grand groupe international. Donc voilà quelles étaient mes caractéristiques. Pierre Blaillot a composé son équipe en voulant, comme il le disait à l'époque pour nous flatter probablement un petit peu, en voulant les meilleurs dans chaque compartiment. Alors les meilleurs, vous savez bien qu'on n'est jamais le meilleur, mais par rapport à un certain type d'attente, il voulait par exemple de Bernard de Crevoisier qu'il soit capable de repenser l'organisation industrielle
et de remettre à flot au plan industriel le groupe, ce qu'il avait a priori réussi dans au moins une branche de chez Valeo. Il avait appelé Alain Grimecker, qui avait parfaitement bien réussi, notamment chez Whirlpool, pour capitaliser sur sa connaissance de nos grands clients. Ah bah oui, attendez, le ménage il a été fait en termes global de structure, puisque pratiquement on peut considérer qu'aux postes principaux n'existait plus de gens anciens. Le personnel a eu confiance en Bleillot quand il est arrivé. Coulon, on ne l'avait pas vu dans la société. Père Bleillot, on le voit. Il vient dans les bureaux d'études, enfin ce qui concerne les bureaux d'études. Il vient dans les bureaux d'études, il va aux ateliers, il vient le matin à l'usine de Freinet, on sent quelqu'un qui s'y intéresse. Bon, c'est vrai, il l'a dit, c'était pas industriel. L'inconvénient, c'est qu'il n'a pas su s'entourer d'industriels autour de lui. On ne peut pas dire que les cadres qu'il a embauchés pour organiser l'industrie, c'était... Quand on avait vu que c'était des financiers, on avait dit c'est malsain. Hein. Vous vous rappelez là On a tous pensé qu'il y aurait un second plan. Oui, on s'est dit. Oui. Ça a été la première réaction de tout le monde. On a dit, bon, bah, Coulon n'a pas fait le travail qu'il devait faire, parce qu'à mon avis, il devait avoir un ordre d'en faire davantage, il n'a pas trop fait. Voilà. Et on s'est dit, bon, bah, le prochain va encore. On l'avait pas mis en place simplement pour le prestige. Donc là, on s'est dit, il va refaire un nettoyage, ça c'est certain. Mais je pense qu'on n'avait quand même pas pensé qu'Argentan serait touché. Le 18 juin 1996, soit 4 mois à peine après son arrivée, Pierre Bleillot annonce un plan de restructuration draconien dont la paternité ne lui revient qu'en partie. Le nouveau PDG de Moulinex se doit d'aller vite et est aidé en cela par le leader mondial des cabinets de management, McKinsey. Plus il y a de pression d'une manière ou d'une autre sur les dirigeants, soit parce que l'environnement est tel que la situation financière est telle qu'il doit s'améliorer beaucoup, soit parce qu'il a un changement dans son actionnariat et que ses actionnaires deviennent plus exigeants, il a besoin de très vite connaître les meilleures pratiques et surtout d'un catalyseur pour l'emmener vers ces meilleures pratiques le plus vite possible. Et du coup, la profession de conseil a eu une très forte croissance. Et je dirais, plus il y a de pression sur les dirigeants, plus ils ont besoin de conseils. L'intérêt de McKinsey, qui travaillait là depuis 3 ou 4 mois, c'est d'avoir fait un bilan de ce qu'ils avaient vu et d'avoir analysé les résultats de Moulinex par rapport à des industries connexes ou concurrentes. Donc on avait, si j'ose dire, un benchmark. On savait là où il y avait des gains de productivité énormes. Ils avaient déjà analysé quels étaient les métiers clés ou les métiers tout à fait secondaires du groupe et ils avaient élaboré plusieurs scénarios. Donc finalement, la base de travail, en ce qui concerne le plan industriel au moins, a été très 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 largement nourrie de ce rapport de McKinsey. Ce fameux rapport McKinsey va donc conditionner le sort de plusieurs centaines de salariés. En ces années-là, comme aujourd'hui, la mode est en matière de management aux expressions franglaises. Downsizing, right-sizing. Derrière ce jargon se cache une idée simple, réduire les coûts à tout prix et tailler à la hache dans la masse salariale. Pierre Bleillot, quand il est arrivé, il a étudié le plan, il a audité un peu les cadres, il a audité un peu les syndicats, il a audité un peu le personnel politique de la région et de la nation. Et puis, en préparant un peu tout le monde à « ça va cogner, mais c'est nécessaire ». Voilà. Quels sont les grands problèmes? Le premier problème, c'est l'organisation industrielle. C'est vrai que les usines sont peu spécialisées, alors qu'elles le sont chez les grands concurrents de l'électroménager. Une usine, un site, c'est un principe qui est à peu près respecté chez les grands concurrents mondiaux. Deuxièmement, c'est une société très intégrée, c'est-à-dire que nous continuons à faire toute une série de composants qui pourraient être faits par des fournisseurs agréés, des sous-traitants. On est dans un schéma dans lequel on va se retrouver avec des usines fourre-tout non spécialisées et un même produit fabriqué sur un nombre de sites considérable. J'ai en tête le micro-ondes où 8 sites participaient à la fabrication du micro-ondes. On devait fabriquer des fers sur 3 ou 4 sites et des cafetières sur 5 sites. Et donc chacun faisait un morceau. Il fallait rationaliser et donc malheureusement la fermeture entre autres de Mamers et d'Argentan s'est inscrite dans cette logique. On aurait pu aller plus loin, je ne pense pas qu'on pouvait aller moins loin. La direction de Moulinex propose alors à plusieurs dizaines de salariés des 2 sites fermés Argentan et Mamers d'être reclassés sur les autres usines encore ouvertes. C'est ainsi qu'il est proposé aux ouvrières d'Argentan de suivre leur friteuse à Bayeux, distant de 70 km. Alors il y a eu un premier pôle important qui était la mobilité. Quand vous fermez des sites
pour transférer la production sur un autre site, eh bien tout naturellement, le fait que vous transfériez la production ne signifie pas que la production disparaisse. Donc on a fait beaucoup d'efforts pour aider les gens à se rapprocher de leur nouveau lieu de travail et de s'implanter. Je crois que ce qui a été fait en matière de mobilité a été exemplaire. On a fait quand même miroiter aux gens plein de choses qui, en fin de compte, aujourd'hui, on voit que c'était du vent, quoi. Ils ont organisé un transport de cars, du personnel pour se rendre sur place, etc. On leur a fait visiter des appartements, on leur a fait des écoles, etc. On a mis les gens vraiment en condition. On leur a vendu. Oui, c'est ça. On leur a vendu la fermeture d'Argentan. Moi, j'avais un mari qui travaillait ici. Je ne me voyais pas faire 80 km aller, 80 km retour, ou alors prendre un appartement sur Bayeux. C'est pas possible avec les salaires qu'on avait. C'est une vie de famille cassée, de toute façon, c'est pas possible. Il y a de la rancœur. Moi, je sais que je ne passe jamais devant l'usine. J'y suis pas passé 10 fois depuis que c'est fermé. Parce que j'ai toujours, j'arrive pas, rien à faire. On a été trop mal. Si vous voulez, au risque de vous surprendre, étant donné le déchaînement des passions qu'avait suscité l'annonce du plan industriel, au risque de vous surprendre, l'objectif du plan social, c'était d'éviter les licenciements. Nous parlions en termes de suppression de postes. On nous renvoyait la notion de licenciement, mais je vous rappelle que sur les près de 2000 à peu près suppressions de postes que nous avons faites dans cette première période de la gestion de Moulinex, il y a eu 17 licenciements secs. Qui dit licenciement sec suppose que la personne qui fait l'objet du licenciement a reçu 2 offres d'emploi correctes et les a refusées. On a retrouvé beaucoup de gens qui avaient du mal à suivre dans le système où l'amplitude du temps de travail avec le temps de transport faisait des journées vraiment 3 h du matin, rentrer à 3 h 30 l'après-midi. Je pense que c'était normal. Je veux dire, à un moment donné, bon, le lundi, le mardi, ça va, après la fatigue se faisant. Et de mémoire, on avait eu même, ça doit être en 98-99, des accidents de la route, où on a eu des gens qui étaient blessés. C'est des personnes qui se levaient à 3 h du matin, des femmes qui se levaient à 3 h du matin pour être à 6 h au poste de travail à Bayeux. Avec tout ce que ça implique pour les femmes, la vie de famille, les enfants. Enfin, vous avez plus d'1 heure de route pour rentrer chez vous, vous arrivez à 15 h, vous êtes cassé, quoi. Et se lever de très bonne heure et alors vous le faites quelques mois, mais chez eux, quand ça dure des années, vous êtes brisé. Parce qu'il y a les cadences à tenir, on ne fait pas de cadeaux, c'est pas parce que vous arrivez de loin qu'on vous fait des cadeaux. C'était des conditions de travail dramatiques pour ces femmes et ces hommes, il y avait des hommes aussi. Les licenciements et le plan social étaient inéluctables pour cette entreprise dans la situation dans laquelle elle était. Et donc la négociation qui a eu lieu, ça a été une négociation professionnelle avec un patron qui savait de quoi il parlait, avec des services du ministère qui ont pu être des interlocuteurs valables pour les collaborateurs du président et débouchant sur un rééquilibrage de ce plan qui, encore une fois, je le crois, pouvait sauver l'entreprise. Pierre Blaillot avait à la fois le soutien des actionnaires, le soutien des banques, mais en même temps sur le but de l'État. C'est-à-dire qu'il avait négocié avec le ministère l'ensemble des mesures. Et à l'époque, il y avait un manque de transparence complet sur ce que les plans sociaux chez Moulinex ont pu coûter aux contribuables. Les négociations avec les pouvoirs publics, notamment avec la délégation à l'emploi, qui à l'époque était dirigée par Madame Van Lerenberg, se sont passées d'une façon extraordinairement compréhensive et transparente et difficile, bien entendu, mais on a pu recevoir le soutien des pouvoirs publics, c'est clair. Les pouvoirs publics nous ont aidés par l'acceptation de notre plan d'Eurobien sur la réduction du temps de travail. Là, ils ont mis de l'argent et ils nous ont beaucoup aidés sur les aides en départ en ASFNE. Ça a coûté très cher à la collectivité publique. Et là, ils ont mis de l'argent. Un plan social est donc signé entre la direction et la majorité des syndicats, favorisant la flexibilité et par là même une meilleure productivité. Mais pour gagner encore un peu plus en rendement, le nouveau directeur industriel, Bernard de Crevoisier, impose dans les ateliers une méthode très en vogue chez l'équipementier automobile Valeo. Les salariés n'en finissent plus de s'adapter. La grande idée, c'est, venant de chez Valeo, c'est de mettre un système Valeo chez Moulinex en place. On a appelé le SPM, donc ça s'appelle le système de production Moulinex. Chez Valeo, c'était le SPV,
Système de production, Valeo. Donc, et là, c'est aussi, je dirais, autant il y avait des choses à revoir dans notre fonctionnement, mais je dirais à vouloir appliquer à 100% un système qui est mis en place par l'équipementier automobile avec, bien évidemment, par les mêmes contraintes, c'est pas les mêmes produits, il y a un problème de volume, etc. Je dirais, bon, on est tombé dans l'aberrance, quoi. Dans l'organisation industrielle, par exemple, on avait des chaînes en ligne qui étaient assez traditionnelles. On est passé en îlot de production. C'est une organisation industrielle un peu différente où l'individualisation des tâches est plus forte, où la responsabilisation du personnel d'assemblage est plus importante. Bon, ça a marché. Dans une activité humaine, en gros, il y a à peu près 10% qui est payé par le client. Et 90% d'activité humaine est inutile. Quand je dis inutile, c'est des déplacements, c'est des mises en stock, ce sont des réglages machines, ce sont des contrôles. Ça, le client, il ne paye pas pour ça. Il paye pour avoir un produit qui marche. L'usine comme Bayeux était totalement transformée. Je pense que nous avons gagné probablement sur la fabrication des friteuses, par exemple à Bayeux, 30% de productivité en changeant un peu les méthodes. Donc un îlot, c'est comme un carré, quoi. Un carré à l'intérieur duquel il y a 8 filles, quoi, qui démarrent la friteuse du début. Parce que nous c'était la friteuse, donc je parlais de la friteuse, qui démarre la friteuse de son tout début avec sa cuve et qui finit à l'emballage. Par 8 personnes. Ces personnes sont dans un espace confiné, on va dire un carré, moi j'appelle ça un carré, un carré, les unes à côté des autres, avec 50 cm chacune de l'autre, avec des plateaux, et je t'envoie, ça veut dire qu'à la limite, vous n'avez même pas le temps de vous moucher, vous êtes enrhumé, vous ne pouvez même pas vous moucher, quoi, parce que la cadence est vous, on n'arrête pas. On n'arrête pas, on n'arrête pas. Un convoyeur qui travaille en ligne, c'est le convoyeur qui donne le rythme. Donc c'est un rendement qui est prévu sur 8 heures. Un îlot, c'est les personnes qui montent les friteuses qui se font eux-mêmes le rendement. Et le problème, c'est qu'il n'y a plus d'automatisme. Elle monte, elle pousse elle-même la pièce. Sur un convoyeur, c'est lui qui gère automatiquement le temps. On nous disait qu'on travaillerait en flux tiré, en fin de compte, c'est du flux poussé, parce que c'est toujours au maximum. Ah oui, c'était toujours le plateau, dépêche-toi de le prendre, que je remette le suivant. Alors qu'en réalité, on aurait dû attendre que la personne prenne le sien, et toujours comme ça, quoi. Mais ça ne se passait pas comme ça dans la réalité. Et de toute façon, les chefs étaient derrière, et puis regardaient bien si les plateaux évoluaient assez vite, parce que sinon, puis il y a des personnes on savait nous dire tous les soirs, venir voir la production, et pourquoi il manque ça, et pourquoi vous n'en avez pas. Il y avait toujours les questions en fin de journée. En fin de compte, c'était plus dur que de travailler sur le convoyeur. Beaucoup plus dur que sur les convoyeurs. Vous êtes fatigué, vous êtes moins rapide 1 heure, parce qu'il y a un moment, vous vous relâchez, vous allez bien bourrer 2-3 heures, et après, il y a un petit relâchement. Et ben, l'autre à côté, elle faisait la tête, ou alors elle vous met à l'heure, qu'est-ce que tu fais, t'avances? C'était la guerre, quoi, entre filles. Vous êtes à 8 à faire, je ne sais, X friteuses dans la journée. Alors les poignets qui marchent, à toujours faire le mouvement. On avait énormément de filles qui avaient des tendinites, qui avaient des maladies professionnelles. Vous ne pouvez pas vous asseoir, vous pouvez pas... Enfin, c'était les cadences infernales, moi j'appelle ça. Vous savez, à part que c'était en îlot, ça fait penser au temps moderne. Vous savez, vous ramenez vos difficultés. On a essayé aussi de leur faire gagner du temps dans la prise des pièces. Auparavant, comme je l'expliquais, les pièces étaient dans des énormes containers. On a mis ces pièces dans des petites boîtes juste devant eux pour qu'ils puissent prendre les pièces sans se fatiguer. Donc on a gagné beaucoup de productivité. Je crois qu'on a beaucoup gagné en ergonomie, en motivation du personnel, parce que encore une fois, on a essayé de créer autour de ces îlots de production des équipes autonomes de production. Sur certaines lignes, les gens changeaient toutes les 2 heures de place. Donc là encore, c'était bon pour les maladies professionnelles et c'était très bon pour la motivation du personnel. Il démarrait une production, donc il fixait un objectif. Donc effectivement, les premiers jours, on n'y arrivait pas. Et à la fin, c'était d'emmener tout le monde à obtenir que l'objectif soit atteint. Impossible à franchir, comme ça, c'était simple. À l'époque du convoyeur, à la fin de la journée, il y avait la quantité de sorties, basta, c'était fini, on arrêtait, la journée était faite. Que là, l'objectif était tellement élevé qu'il était impossible de le faire. Donc, on travaillait jusqu'au dernier moment. Comment que ça se fait qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait le rendement, ou qu'aujourd'hui, ça s'est bien passé, on faisait des compliments à la fin, on venait, c'était bien. Ouais, comme tout était notifié sur les papiers. Même des fois, il y avait une carotte, on payait un café. Moi, j'ai même vu payer le champagne, moi, aux filles, parce qu'elles avaient fait le rendement. Ils avaient augmenté, oui, payer le champagne, oui. En gros, l'équipe Bleio a fait un pari. Celui de croire en la capacité des personnels de Moulinex à redresser cette entreprise. Et ce pari, ils nous ont dit, on le relève avec vous, et ils l'ont bien fait. Et je me mets d'accord très tôt avec Pierre Bleio sur le fait que ma mission étant accomplie,
ayant des opportunités ailleurs, je pense qu'il est tout à fait légitime que, en plus, j'ai sur place un adjoint qui m'a aidé pendant tout ce plan et qui peut très bien conduire la continuation. On ne requiert plus de moi de créativité, si vous voulez. Les choses sont sur les rails. 2 ans après la mise en place du plan Blaillot, les comptes de l'entreprise repassent enfin au vert. La bourse ne manque pas de saluer cet événement dans la vie de l'entreprise. C'est donc au plus haut de l'action Moulinex que Jean-Charles Naouri décide de quitter l'entreprise et d'empocher ainsi plusieurs dizaines de millions de francs de plus-value. C'est vrai que la période qu'on a connue entre 96 et 98, mi-98, a été une période incroyablement faste également de ce point de vue, puisque le cours de bourse, quand j'ai été nommé, était à 60 francs, hein, donc pratiquement 10 € d'aujourd'hui, et nous sommes montés au plus haut en juin 98 à 200 francs. Donc on avait multiplié par 3, donc à ce moment-là, c'était une période un peu euphorique. Au moment où Jean-Charles Naouri se désengage, tout le monde est extrêmement optimiste sur le fait que Moulinex a presque partie gagnée. Donc ça n'apparaît pas choquant que l'homme qui était venu pour aider au redressement de l'entreprise sorte quand elle paraissait tirée d'affaire. Alors bien entendu, beaucoup, notamment parmi les salariés et les organisations syndicales, auraient préféré qu'il restât jusqu'au bout. Beaucoup ont pensé qu'un actionnaire qui nous avait aidés au plus difficile moment aurait pu rester au moment où ça semblait gagner. Naouri a fait un coup extraordinaire, lui, puisque lui, en quelques mois, il a récupéré 40 fois la mise, et il s'est fait payer, lui, directement sur la bourse, qui d'ailleurs lui en a voulu, puisque quand il est arrivé, la bourse a augmenté de 25%, et quand il est parti et qu'il a récupéré son capital, la bourse a commencé à chuter et à baisser, quoi. L'une des causes finalement de ce qui est arrivé à Moulinex tient pour partie au comportement des actionnaires. Comportement irresponsable. Parce que trop souvent les financiers et les personnes que vous venez de nommer sont de cela, tirent immédiatement profit de leur placement, plutôt que d'envisager ce qui est nécessaire, c'est l'investissement dont l'entreprise a besoin pour maintenir sa concurrence et pour développer sa croissance. Alors, mais le marché, il est comme il est. Le départ de Naouri laisse Moulinex sans actionnaire principal. C'est d'autant plus dommageable que Moulinex prend de plein fouet en 1998 la crise financière russe. La fermeture de ces pays de l'Est a été un coup de tonnerre dans l'univers de Moulinex, bien plus que tout autre dans le passé. Ça a été un effondrement. Vous ne pouvez pas imaginer psychologiquement dans quel état était l'entreprise quand on a été obligé de ralentir les programmes de production, quand les commerçants sont aperçus effectivement qu'on perdait ce débouché. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est aperçu que l'entreprise était encore très fragile. Donc, on est confronté à brutalement à une disparition d'un marché qui était très rentable. Avec une particularité, c'est qu'il était orienté sur certains produits. Ou en tout cas, il était surreprésenté sur certains produits. 3 produits, principalement l'aspirateur, qui concernait l'usine de Falaise, les bouilloires, qui concernaient l'usine de Freinet, et les hachoirs. Voilà. Donc, ces 3 produits-là se retrouvent brutalement sans à peu près, suivant les cas, 25 à 45, voire 50% des volumes qui disparaissent du jour au lendemain. Disparaissent. Arrêt des importations. Donc, quand vous êtes dans une usine et que vous perdez 40% des volumes, il faut bien s'adapter. Qu'est-ce que vous faites faire aux gens? La suite, justement, pour les gens de Moulinex, n'est qu'un éternel recommencement. Un nouveau plan est annoncé par Pierre Blaillot avec en ligne de mire les usines qui n'avaient pas pu être fermées en 1996. Falaise et ses aspirateurs, Cormel et ses micro-ondes. N'oubliez pas une chose, c'est que les prix des produits électroménagers ne cessent de baisser. Ne cessent de baisser. D'accord. Le micro-ondes, le prix de vente du micro-ondes a baissé de, je l'ai dit tout à l'heure, de 40% en 10 ans. Vous faites comment? Vous faites comment? Le montant, le nombre d'importations de cafetières sur les pays de la communauté européenne a doublé en 4 ans. L'importation de cafetières venant
des pays du sud-est asiatique. Vous faites quoi? S'il a doublé, si on importe 2 fois plus de cafetières qu'il y a 4 ans, c'est que quelqu'un les achète. J'imagine qu'on ne fait pas des stocks de cafetières dans un coin. Donc quelqu'un les achète, donc le consommateur les achète. Vous êtes capable ou pas de produire à ces prix-là? C'est basique, enfin je veux dire, c'est pas un truc très très compliqué et dogmatique. Tout était fait pour que ça marche, Moulinex, pour qu'il y ait de l'argent qui rentre. C'était bien fait dans ce but-là. Donc l'argent rentrait, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Nous, on a travaillé comme des malades pendant des années. On s'est plié à tout ce qu'ils nous ont demandé. Toutes ces productions, enfin tout ce qu'ils nous ont fait faire, c'était bien dans le but de gagner de l'argent. Elle est où cet argent? Donc l'entreprise repère le moral. Et moi, je me tourne vers le conseil d'administration et je leur dis, bon, bah, écoutez, je crois qu'il faut quand même à nouveau réagir. Et cette fois-ci, je crois qu'il faut rechercher une alliance industrielle. Je suis vraiment convaincu qu'on ne pourra pas rester seul et il faut donc rechercher une alliance. Moi, je pense que Pierre Bleillot avait vu qu'il était en échec et voulait sortir par le haut. Voilà. Pour sortir par le haut, il ne pouvait pas le faire avec Moulinex. Ça veut dire qu'il fallait qu'il adosse ou qu'il vende ou qu'il dépaisse Moulinex pour réussir à dire j'ai pas échoué sur mon plan. Voilà. Ça laisse savoir. Bon. Et d'ailleurs maintenant tout le monde sait que le plan Bleillot a échoué. Mais il y a quelques années, quelques mois, personne n'en parlait. L'épilogue de l'histoire de Moulinex n'est plus alors qu'une suite sans fin de crises qui précipite chaque jour un peu plus l'entreprise dans le mur. Les projets d'alliance que négocie Pierre Bleillot avec l'américain Whirlpool sont contrecarrés par l'arrivée en force d'un nouvel actionnaire, l'italien Elfi, alors propriétaire de Brandt. Un énième PDG est nommé en janvier 2001. Patrick Puy récupère une entreprise exsangue financièrement. Moi, je vois pas l'avenir en rose. On a encore des enfants à élever, qui sont petits quelquefois, et pour les personnes qui étaient en couple chez Moulinex, c'est une catastrophe. Ils se retrouvent à 2 sans emploi. C'est vrai que je vois pas ça rose, et faut essayer de croire à la réindus, mais c'est vrai qu'on n'y croit pas beaucoup, quoi. Par rapport aux propositions qui sont faites, la cellule de reclassement, c'est bien. Elle fait ce qu'elle peut avec les moyens qu'elle a, mais quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Que les gens qui n'ont pas fini de payer leur maison, ça fait 30 ans, 20 ans ou 15 ans qu'ils sont. Moi, j'en connais, il leur reste plus que 2 ans à payer. Ils ont 5 000 francs à payer. Il y en a une hier, elle me disait encore à Cormel, il me reste 5 500 à donner tous les mois, pendant 5 ans encore. Ben, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle disait qu'elle allait revendre sa maison, mais elle ne pourra pas en racheter une autre, puisqu'elle en doit encore. Voulez-vous qu'elle aille chercher le pognon pour payer sa maison? En l'espace de quelques mois, tout s'enchaîne. Puis annonce lui aussi un énième plan qu'il ne parvient pas à mener à bien, faute de soutien des banques et de l'actionnaire Elfi. Le dénouement est alors d'une logique implacable. Moulinex est en dépôt de bilan le 7 septembre 2001 et dépecé en faveur de Seb le 22 octobre. Tout l'encadrement est parti avec en plus des très grosses primes de licenciement, on va dire, pour leur effort accompli. Voilà. Ils sont trop gourmands, ils veulent tout de suite, ils veulent de l'argent pour faire de l'argent, ils n'en ont jamais assez, ils nous coulent, nous. Ils mettent nos familles en péril, ils mettent l'équilibre en péril, ils mettent des régions en péril, parce que nous maintenant, dans la région, 3 Moulinex, ça fait quand même beaucoup. Ça fait quand même beaucoup d'emplois et ça fait beaucoup de familles en déroute. Donc je pense qu'à un moment donné, moi, on n'a pas le droit de faire des choses comme ça. On ne devrait pas avoir le droit de faire des choses comme ça. Un salarié qui est dans un plan de restructuration, s'il ne fait pas les gains de productivité, s'il ne se lève pas à 5 h le matin pour aller au travail, s'il ne finit pas à 23 h le soir, on va savoir lui dire à un moment donné, écoute, Polo, tu ne fais pas l'affaire, tu rentres chez toi. Bon. Le patron, lui, quand il a échoué, y compris sur son plan, c'est lui qui l'a fait. Sur son plan, on ne lui demande pas de compte, quoi. Voilà, ils s'en vont, et parfois de honneur. On sait que Pierre Bleillot est parti avec une somme relativement importante, que Patrick Puy va partir ou est parti avec une somme relativement importante, que Jules Coulon avant lui est parti avec une somme relativement importante, et que la somme est de plus en plus petite, suivant qu'on est en haut ou en bas de l'échelle. Si les salariés pensent ça, c'est qu'ils n'ont pas compris ce qu'est ce monde de compétition, d'ouverture, de concurrence, un monde qui n'est plus celui de la France de l'Ouest sur un marché hexagonal, qui n'est plus le marché hexagonal dans l'Europe, qui est un monde où ces entreprises sont complètement immergées dans une concurrence mondiale. Nous n'avons pas fait suffisamment, et en particulier nous à gauche, de pédagogie pour expliquer ça. Et ce qui se passe aujourd'hui,
c'est qu'on a des gens qui refusent de manière magique, artificielle, quasiment comme si on était dans un monde de sortilèges, la réalité économique qui, qu'on le veuille ou non, est une réalité, aussi forte que la loi de la pesanteur. Le jeu économique auquel participent les acteurs d'une entreprise ne s'achève pas de la même manière pour les uns et pour les autres. Roland Darnaud, Michel Van Orenberg et Gilbert Torelli gèrent chacun dans leurs demeures respectives les sommes importantes qu'ils ont retirées de la sortie du RES. Jules Coulon est à la retraite après avoir récupéré la direction du groupe d'emballage Nord-Est. Pierre Blaillot a rejoint le groupe de transport Géodis en tant que PDG, suivi par Alain Picard au poste de directeur du plan. Patrick Puy profite aujourd'hui de ses confortables indemnités de départ. Michel Ibert et Max Matta sont respectivement directeur général et DRH au sein de la multinationale Rhodia. Jean-Charles Naouri, à la tête de RIS, est placé en 2000 par le magazine Challenge, 10e fortune française, avec 18 milliards de francs. Philippe Bidot fait partie de l'équipe de direction du cabinet de management McKinsey. Alain Minck dirige une société de conseil aux chefs d'entreprise. Pascal Lamy est commissaire européen socialiste du commerce extérieur. En janvier 2003, Véronique Covin est toujours demandeuse d'emploi à Bayeux. Concepcion Laurent est demandeuse d'emploi à Bayeux. Gérard et Chantal Jarosset sont tous les deux demandeurs d'emploi à Bayeux. Solange Godinière est demandeuse d'emploi à Alençon. Huguette Tison est en congé de conversion comme Michel Poitvin et Marc Mézières. Yvette Josselin est en pré-retraite. Michel Leguédé est demandeuse d'emploi à Argentan. Marie-France Sanchez et Florence Brière survivent toutes les deux avec une modeste allocation de solidarité. Sylvie Faucon est en contrat emploi consolidé. Claudine Guéné est demandeuse d'emploi à Argentan.